Salut Sandra! Allô, Cathy! Ouais, alors, bienvenue à Maman d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'épisode 14 et vraiment, je suis super contente que Sandra soit là. Elle est dans les premières invitées que j'avais écrit aussi pour venir sur l'épisode parce qu'on se connaît un petit peu depuis quelques années quand même via les médias sociaux, puis on s'est rencontrés en personne une ou deux fois. Puis, vraiment, merci d'être là. Sandra, merci d'avoir accepté mon invitation. Je sais que tu es occupée, tu as plein d'affaires qui se passent en même temps. Fait que j'apprécie vraiment que tu prennes le temps d'être ici avec nous pour répondre à des questions de nutrition, d'alimentation des mamans, des nouvelles mamans, des futures mamans, des bébés, des enfants, parce qu'on en a-tu des questions là-dessus? Oui, on en a tout le temps. C'est fou, c'est fou. Donc, on va y aller avant de plonger dans les questions, parce que là, c'est sûr qu'aussitôt qu'on tombe dans les questions, on se perd. J'aimerais ça que tu nous dises, Sandra, que tu nous parles un peu de toi, que tu te présentes, que tu nous dises qu'est-ce que tu fais, que tu nous parles aussi de Maman Mange Bien, qui est ton entreprise. Donc, parle-nous un peu de toi. Oui, donc merci, Cathy. Donc, moi, je suis Sandra, je suis nutritionniste et maman de 4 enfants et mes services en nutrition s'adressent principalement aux mamans, OK? Donc, j'ai toujours une clientèle de mamans, mais dans le fond, mon but, c'est vraiment d'outiller les parents sur la nutrition de la famille. Puis là, je dis de la famille parce que quand on rentre dans cette espèce de bain-là, là, que ce soit la grossesse, l'alimentation du bébé, l'allaitement, les enfants. Puis ensuite, on a les enfants plus grands, donc vient aussi la planification des repas et l'alimentation des enfants. Et aussi, moi, je m'occupe aussi de la maman parce que je trouve souvent qu'elle s'oublie là, par rapport à ça. Donc, c'est vraiment ce noyau-là, là, c'est quand même assez large, mais c'est avec ces mamans-là que je travaille et tous mes services sont en ligne. Donc, depuis pré-pandémie, donc moi, quand j'avais commencé ça il y a plusieurs années, en 2013, là, grâce à l'alimentation autonome du bébé, j'avais commencé à donner des ateliers, mais j'avais décidé que, mis à part mes ateliers, mes conférences, tous mes autres services allaient être en ligne parce que je voulais vraiment une belle conciliation travail-famille. Donc, voilà. Fait que là, maintenant, c'est plus commun, là, mais dans le temps, je te dirais que c'était pas C'était mal avant-gardiste, toi! avant-gardiste. Mais j'étais bien contente que tout soit en place. Là, je te dirais, quand tout le monde s'est mis en ligne, là, moi, j'avais tout déjà les structures pour continuer à répondre aux besoins. Parce que pandémie ou pas, école fermée ou pas, il y a des bébés qui débutent les solides, il y a des mamans qui ont des questions ou qui ont un régime d'éviction à suivre. Donc, j'étais vraiment contente que mes services soient là, toujours disponibles pour répondre à ces besoins-là. C'est ça, tu n'as pas eu besoin là, de te revirer de bord rapidement avec tous tes enfants à la maison. J'aurais pas pu. Tout était déjà là, donc tu as pu surfer la vague de tout ce que tu avais créé, qui est en passant Ouais. tellement inspirant. Moi, je dis souvent à Sandra que ça m'inspire énormément son entreprise. Bravo d'avoir créé ça avec beaucoup d'assiduité. Je sais que tu es vraiment très assidue dans ton travail, très présente aussi dans les médias sociaux. Donc, si là, vous ne connaissez pas Sandra, allez la suivre parce qu'elle partage tellement de contenu gratuitement en plus de son contenu sur sa plateforme qu'on peut toujours se procurer. Mais vraiment, là, moi, il y a plein d'affaires que je fais à cause de Sandra, là, des trucs. Tu es vraiment dans le pratico-pratique. C'est ça qui est le fun aussi. Tu sais, on sort de. Oui, il y a l'idéologie de l'alimentation, mais dans le day-to-day, là, avec nos enfants qui courent autour, comment qu'on fait, tu sais, comme quand tu fais ta cuisine en direct avec tes enfants, je t'ai vu faire avec Annette, qui a la même âge que ma Florence. J'étais comme, hey, Ouais. c'est un bon truc, ça, pas mettre de la farine partout, mon Dieu! C'est aussi avec ça. Ça fait que cuisiner avec mon enfant, parce que tu le montres comment tu fais, ça rend ça plus agréable. Fait que, c'est vraiment pratico-pratique, tout Ouais. le temps dans le concret, puis on peut. Ben, c'est ça qu'il faut. Tu sais, il faut être capable de mettre ça en application parce que c'est comme ça que ça se dit. Je veux dire, on mange 3 fois par jour, plus des collations. Moi, je veux que les gens, ils cuisinent. Je veux qu'ils mettent de l'avant la cuisine maison. Donc, il faut que ça soit simple. OK? Oui,
oui, il y a tous les principes nutritionnels derrière ça, puis chaque parent veut faire le mieux à tous les niveaux pour leurs enfants, puis la nutrition en fait partie. Sauf que les grandes lignes, là, pour une alimentation saine, c'est de cuisiner maison puis de manger varié. Fait que là, après ça, il nous faut des conseils pour le mettre en application là, dans le quotidien. Ça, c'est vraiment une de tes forces, autant dans le contenu que tu partages sur les stories, les contenus sur Facebook, sur Instagram, mais aussi dans tes cours, dans tes coachings. C'est vraiment comment on met en application parce qu'on a bien beau avoir 1 million de conseils si on ne le met pas en application. Comme je le dis souvent dans les entraînements, tu sais, j'ai des beaux entraînements, mais si personne ne les fait, ça ne donne absolument rien. Là. Donc, oui, c'est ça. Puis, tu sais, écoute, moi, ce que je m'étais rendu compte des fois avec certains de mes cours en ligne, c'est qu'ils n'écoutaient pas toutes les vidéos. Puis, tu sais, ça me rendait triste parce que je me disais, il y a tellement du contenu. Fait que c'est pour ça que dans mes cours en ligne, je m'assure toujours d'avoir du coaching, OK, pour répondre aux questions directement, pour pas qu'on ait toujours à aller chercher l'information. Même si dans mes cours, j'essaie de donner pratiquement du tout cuit dans le bec, là, j'essaie quand même de rester là pour vraiment répondre là, à m'adapter aux questions et à la réalité des familles là, avec qui je travaille. Parce que des fois, on bloque là, sur quelque chose, puis là, bon, on arrête d'avancer parce qu'on est bloqué là-dessus. C'est super. S'il y en a qui écoutent en direct puis qui ont des questions, là, vous pouvez les poser. Je vais les voir en direct. Mais j'avais aussi des questions, autant moi, parce que, tu sais, je suis enceinte encore présentement. Fait parler d'alimentation de la future maman, quelques questions par rapport à ça. S'il y a des questions en direct, je vais les voir. Je vois qu'il y a Juliane là, qui nous écoute. Donc, allons-y avec quelques questions. Grossesse. Est-ce qu'on doit manger pour 2, Sandra, quand on est enceinte? Non. Des fois, attends juste une seconde, OK? Gilbert, je suis en direct, OK? Fait que oui, on a dîné. On a mangé des sandwichs. Ah bon! OK, je fais pas de bruit, Coco. OK, excuse-moi. Fait que oui, des fois, on dit il faut manger pour 2, mais en fait, c'est pas vrai, OK? Parce que premièrement, même si c'était vrai, tu sais, le premier trimestre, c'est souvent difficile hein, pour les femmes enceintes, ils ont des nausées, ils ont beaucoup de fatigue. Fait que même si c'était vrai, elles ne seraient pas capables, OK? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le corps, il s'ajuste, OK? Il le sait, lui, l'énergie qu'il a besoin pour répondre aux besoins là, de la grossesse. Donc, normalement, il va envoyer une faim, OK, qui va faire en sorte qu'on va manger plus. Donc, il va vraiment s'adapter. Donc, par contre, justement, à cause de certaines nausées ou même des habitudes qu'on a, peut-être de ne pas nécessairement tout le temps écouter notre faim, des fois, ça peut être difficile à écouter. Fait que moi, mon premier conseil, ce serait qu'il faut la base. La base, c'est 3 repas par jour. On ne pourra pas s'en sortir. Parce que c'est le même tout le temps, OK? Qu'on soit enceinte, qu'on soit plus enceinte, qu'on allaite, on part de cette base-là. Parce que, par exemple, quand on allaite, souvent, on a beaucoup plus faim même qu'enceinte parce qu'en plus, on n'a plus le poids du bébé qui nous presse sur l'estomac, puis on produit le lait. Fait qu'on va avoir beaucoup faim. Puis là, les mamans, elles disent, hey, mais j'ai tout le temps faim, qu'est-ce que je peux faire? Bien, premièrement, as-tu tes 3 repas? Parce que souvent, ils vont dormir sur l'heure du dîner ou ils vont sauter des collations parce qu'ils font les siestes ou parce qu'ils sont pognés avec bébé dans le sofa, tu comprends? Fait qu'il nous faut les 3 repas et les 3 collations, OK? Même pour la femme enceinte, ça va aider même de manger de façon régulière comme ça à avoir moins de nausées. Et quand on a ça, ça va être plus facile d'écouter son appétit et peut-être que la collation va être plus grosse ou la portion pour le repas va être plus grosse parce que c'est comme ça qu'on le sent. Et c'est ça qui va faire en sorte qu'on va manger là, assez pour subvenir aux besoins de la femme enceinte qui vont croître dans le fond dans le 2e trimestre et même plus dans le 3e trimestre. Mais c'est sûr que le premier trimestre, c'est pas là qu'on a besoin de manger vraiment plus. Par contre, c'est là qu'on a souvent des cravings bizarres puis qu'on n'a pas vraiment faim, puis qu'on a des envies de junks, mais ça, c'est une affaire qui est plus hormonale. Par contre, on doit les écouter, nos cravings, ou on doit comme résister le plus possible? Ben, habituellement, c'est mieux de les écouter, OK? Sauf que, comme je te dis, on essaye de partir encore de la base, OK? Fait que si on a un craving de slush, ben la slush, elle pourra accompagner notre collation ou elle pourra accompagner notre
partie de souper, c'est pas grave. Mais c'est que si on prend juste ça, la collation, ou qu'on soupe pas parce qu'on prend juste une grosse loche, ben c'est là qu'il vient avoir un déséquilibre. Fait que là, dans la soirée, tu vas avoir faim. Puis là, tu vas peut-être avoir un autre craving de chips. Puis là, tu vas manger des chips, tu te dis, coudonc, je mange vraiment mal. Mais tu sais, dans le fond, écoutez le craving, mais essayez de les rentrer dans un horaire des repas qui est plus qui répond plus aux besoins du corps. Là. Moi, je sais que c'était des cravings vraiment de repas. Tu sais, pour mes soupers, par exemple, on avait, tu sais, je faisais la planification de nos repas pour la semaine. Puis là, j'arrivais pour le souper, je suis comme, hey, j'ai pas pantoute envie de manger ça. Je mangerais des pâtes puis du pain, là, des glucides. Là, j'avais des cravings de glucides pour mes repas comme, comme jamais. Là. Versus, ouais, c'est ça, j'imagine, c'est correct parce qu'on en a besoin pour notre bébé. Mais moi, c'était vraiment des repas. Puis j'arrivais, j'étais comme, non, j'ai vraiment pas le goût de manger ça. Puis nous, on est surtout végé chez nous. Là, des fois, je suis comme, là, j'ai le goût de manger du poulet, là. J'ai jamais le goût de manger de la viande, mais enceinte, puis je me dis, ben là, je suis enceinte, mon corps a le goût de manger du poulet, je vais en manger pour, tu sais, je fais des exceptions. Là-dessus, je déroge un peu de nos... Ouais. Je me dis, si j'ai ce craving-là, il doit y avoir quelque chose dans le poulet que... Oui, ben, c'est correct parce que sinon, tu restes avec l'idée, là. Tu Ouais, restes avec l'envie, puis il n'y a plus rien qui te satisfait après ça. c'est vrai, hein, comme j'avais parlé avec Équilibre, on disait, ah, tu manges une pomme, puis là, tu vas manger ci, puis tu vas manger ça. Tu avais le goût de manger un biscuit à la base, puis là, finalement, tu as mangé plein d'affaires, plus une rangée de biscuits au lieu de juste. Ben, c'est ça, c'est ça. Mange le biscuit, là, puis ça va finir là. Puis, ce que je voulais ajouter, là, par rapport au est-ce qu'il faut manger 2 fois plus, que je disais que c'était faux. Par contre, des fois, on peut entendre qu'il faut manger 2 fois mieux, OK? Mais dans le fond, c'est vrai que c'est bien d'avoir une alimentation qui est équilibrée, puis manger une variété d'aliments parce qu'on doit produire hein, un humain. C'est juste qu'on produit cet humain-là au détriment de nos propres réserves de maman. OK? Fait que le bébé, là, lui, là, il a comme le beau rôle dans l'histoire. Tu sais, pour le développement de son cerveau puis son système nerveux, il a besoin d'oméga 3, mais il va aller chercher, puiser dans tes réserves à toi. OK? Donc, c'est pour ça que c'est important de manger du poisson ou des sources d'oméga 3 pendant la grossesse. C'est parce que toi, la maman, tu vas épuiser tes réserves. Même chose pour tous les nutriments, dont le fer, OK? Donc, c'est important. Puis, tu sais, là, je vais essayer de convaincre les mamans, mais le statut de... Parce que souvent, pour le bébé, sont prêtes à tout faire, OK? Mais le statut en fer du bébé, OK? Tu sais, quand on stresse, là, lors de l'introduction des solides parce que le bébé, ils ne veulent pas qu'il manque de fer, mais le statut en fer du bébé va dépendre des réserves en fer de la maman pendant la grossesse. Fait que si vous oubliez tout le temps de prendre votre supplément prénatal. OK? Si vous avez été diagnostiqué avec une anémie, puis vous ne prenez pas vos suppléments parce qu'ils vous constipent, par exemple, mais ça va avoir un lien direct aussi pour le bébé. Fait que quand on dit qu'il faut manger 2 fois mieux, j'aime pas ça tant que ça, parce que moi, je veux pas culpabiliser personne de manger, tu sais, justement, de la cloche, puis des ça, c'est vraiment pas grave, ça fait partie de l'alimentation équilibrée. Ça, il n'y en a pas de problème. Mais il faut avoir une alimentation qui est variée parce qu'on veut maintenir un bon statut nutritionnel de la maman pour le bébé et pour l'énergie de la mère là aussi après l'accouchement. C'est ça, parce que là, si toutes nos réserves sont passées pour le bébé pendant la grossesse, ça va être la même chose un peu avec l'allaitement. Je crois, il me semble que Même chose, oui. les besoins du bébé vont être comblés avec le lait. Oui. Et c'est maman là, qui va en arracher. Là. Oui, c'est vraiment important. Oui. Fait qu'on repart avec la base, puis on s'assure. Puis moi, c'est une question que je parle beaucoup. J'en parlais, je pense, la semaine passée, avant de commencer à penser à s'entraîner. Est-ce que tu as mangé tes 3 repas par jour? Est-ce que tu as bu de l'eau? Parce que souvent, on est fatigué. Puis Oui. parce qu'on est déshydraté puis on n'a pas mangé à mon premier post-natal, c'était vraiment ça. J'étais fatiguée, pas d'énergie parce que c'était difficile pour moi d'avoir un horaire de repas régulier avec mon bébé. Là, ça va mieux maintenant. On pense que c'est juste relié à la fatigue. On dit, je peux bien être fatiguée, je dors pas. Ben oui, mais l'énergie, il faut la prendre à quelque part. L'énergie, c'est les aliments. Nous, c'est là qu'on va la chercher. Fait que c'est vraiment important de revenir à cette base-là. Le corps, avec notre horaire, là, nous autres, on n'est pas
on n'est pas comme une culture qui fait la sieste pendant 3 heures l'après-midi. Fait qu'avec l'horaire qu'on a, tu sais, un repas près du lever, un repas en mi-journée, puis un repas en début de soirée, le corps, il a besoin de ça. Oui, 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 absolument. Super. Puis, dans le fond, tu parlais de suppléments. Donc, est-ce qu'il y a des suppléments que tu recommandes pendant la grossesse plus particulièrement? Ou, là, tu as parlé du fer, mais est-ce qu'il y a d'autres nutriments qu'on a besoin de plus pendant la grossesse? En fait, c'est qu'on a besoin un peu plus de tout. OK? Donc, habituellement, les multivitamines prénatales, peu importe la marque, là, vont venir combler ça. Puis, ils ont tout le temps une certaine teneur en fer pour venir compléter les besoins en fer là, de la femme enceinte qui sont quand même plus élevés et vraiment très difficiles à aller chercher cette quantité-là via l'alimentation seulement. OK? Donc, on prend ça vraiment pour venir compléter là, les apports là, via les aliments qu'on va manger. Donc, si on ne prend pas de supplément en temps normal, c'est un bon moment d'en ajouter là, dans notre routine. C'est une recommandation là, pour la grossesse qui vaut vraiment la peine d'être suivie. Puis, tu sais, en temps normal, là, on devrait prendre un supplément d'acide folique dès qu'on est en âge de procréer. OK? Fait que, bon, le supplément prénatal va aussi contenir là, l'acide folique. Donc, et on peut maintenir le supplément là, en période postnatale aussi. Surtout, encore une fois, si on a eu beaucoup de saignements à l'accouchement, tu sais, le fer va venir aider là, parce que si on fait une anémie franche qui a été diagnostiquée, ils vont nous prescrire là, des suppléments de fer qui sont à prendre là, parce que sérieusement, vous avez besoin de cette énergie-là. Oui, oui, ça fait vraiment une différence aussi parce que les symptômes de l'anémie, c'est encore là de la fatigue, de l'irritabilité, des maux de tête, des étourdissements. Fait que des fois, on peut penser que c'est parce qu'on est fatigué qu'on n'a pas dormi, mais dans le fond, c'est peut-être parce qu'on manque de fer. Donc, Mais c'est ça. Puis, tu sais, quand on a eu plusieurs grossesses et tout ça, des accouchements, des saignements, ou qu'on a des règles abondantes entre tout ça, ben ça peut arriver très vite, là. Donc, il faut faire attention à la maman aussi, là. ben oui, parce qu'une maman qui est en forme, qui est en santé, ben ça peut mieux prendre soin, plus donner, dans le fond, quand notre batterie est pleine à nous, ben on a plus d'énergie pour le reste de notre famille. J'avais une question aussi qui venait d'une personne dans ma communauté qui se demandait s'il y a des aliments à favoriser en fin de grossesse. Parce qu'il y a de l'acidité. Tu sais, à la fin de grossesse, les reflux, là, ça peut être assez fréquent, c'est quand même douloureux. Qu'est-ce qu'on peut favoriser ou éliminer comme aliment pour Pour les diminuer? reflux, mais ce qu'il faut savoir, là, c'est que c'est vraiment un problème hormonal et physique, OK? Donc, on a des hormones qui font en sorte qu'on est comme plus lousse de partout, dont le muscle, hein, le sphincter entre l'estomac et l'œsophage. Donc, tu sais, c'est un muscle circulaire. S'il est dilaté un petit peu, le contenu de l'estomac qui est très acide va remonter dans l'œsophage, puis ça nous brûle, OK? Fait que c'est vraiment très désagréable. C'est certain. Mais aussi, c'est qu'on a le bébé qui presse sur l'estomac. Donc, veut pas, on a un volume qui est diminué. Fait que c'est sûr que les recommandations de base, ça va être de prendre des repas qui ont un volume plus petit, donc des plus petits repas, mais d'aller compléter avec des collations un petit peu plus grosses, vu qu'on n'a peut-être pas été capable de manger suffisamment. Donc, de diviser un petit peu là, sa nourriture comme en 6 fois, là, sans manger comme 6 repas par jour, mais des plus petits repas, mais toujours la collation 2h30, 2h30 à peu près maximum après, pour avoir des plus petits volumes. Sinon, faire attention aux liquides aussi qui vont remplir l'estomac. Donc, encore, si l'estomac est plein de liquide, puis il se fait comprimer par le bébé, ça va remonter, puis ça va faire mal. Et c'est sûr que s'il y a déjà de la brûlure, donc au niveau de l'œsophage, puis que ça brûle, bien, tout ce qui est acide ou piquant, bien, ça va renforcer ça. Mais sinon, il n'y a pas d'aliment particulier ou de recette miracle, là, ça va partir ça lors de l'accouchement. Puis si c'est vraiment intolérable, tu sais, moi, je suis pas prenez des médicaments pour tout, mais c'est parce qu'à un moment donné, là, quand ça fait mal, quand ça vous empêche de dormir, quand vous n'êtes plus en mesure de manger suffisamment, bien, parlez-en au médecin, puis il va vous donner des antiacides, puis c'est pas la fin du monde, OK? Vous allez juste mieux être en mesure d'apprécier
le niveau alimentaire là, qui va avec la grossesse. C'est temporaire, là, ça, comme tu Ben dis, oui. ça tout de suite après. Fait que Marie-Ève, c'est Marie-Ève qui avait posé la question. On n'a comme pas de réponse miracle pour elle. Elle était comme, à part manger des moins grosses portions puis manger lentement. Donc, dans le fond, Personnellement, moi, je ne tolérais pas ça. Moi, les brûlements d'estomac, parce que moi, j'ai eu des complications à ma première grossesse. Hein. J'ai fait un syndrome de HELP. OK? Fait que, tu sais, c'est une complication de la prééclampsie. Puis, tu sais, quand ils posent des questions, ils disent, as-tu la douleur en bord? Ben, moi, je l'avais, ça, sauf que je pensais que c'était l'estomac. Tu comprends? Ça faisait vraiment mal comme à l'estomac. Fait qu'à ma deuxième grossesse, quand je me suis mise à avoir mal à l'estomac, j'ai dit, hey, tu me donnes les médicaments tout de suite parce que je ne tolérerai plus jamais cette douleur-là. Sauf que là, ça marchait avec les antiacides parce que c'était pas une complication de la prééclampsie. Fait que par la suite, je crois pas que j'ai eu des brûlements d'estomac à toutes mes grossesses, là, je m'en rappelle plus. Mais je veux dire, il n'y a pas de mal à prendre ça. Si c'est pour vous rendre mieux, là, c'est ça, c'est temporaire, puis c'est pas. On a besoin de toute notre énergie aussi pour le jour de l'accouchement. Si on arrive déjà fatigué à l'accouchement, pas d'énergie, ça va être périlleux. C'est comme aller aux Olympiques le ventre vide, là, tu sais. On ne peut pas courir un marathon sans avoir nos réserves d'énergie pleines. Donc, Marie-Ève, si jamais c'est trop intense, d'en parler au médecin pour avoir des solutions. Super! Pour la grossesse, moi, j'avais-tu d'autres questions? Moi, j'en profite. Vu que je suis enceinte, mais non, ça va bien. Si tu en as d'autres, tu leur diras. On va parler, parlons un petit peu de postnatal. Dans le fond, on en a déjà parlé un petit peu là, avec l'allaitement, maman qui allait, ou même si on n'allait pas, on a quand même besoin de continuer de très bien manger pour la récupération du corps, hein, parce que ça va venir aider à réparer, par exemple, si on a eu une déchirure au niveau du périnée, j'imagine que l'alimentation peut aider pour ça. Donc, c'est quoi les grandes lignes, à part on a parlé des 3 repas, des collations, est-ce que tu as d'autres conseils pour les mamans en postnatal? Ou tu sais, en préparation, là, en vue du postnatal, qu'est-ce qu'on fait? En fait, c'est peut-être de se faire une belle réserve de collations. Parce que les collations, là, c'est pas juste des fruits puis du yogourt. Puis en tout cas, moi, les mamans avec qui je travaille, là, c'est pas des grosses acheteuses de bars ou de petits sachets ou des affaires comme ça. Donc, moi, je dirais faire une grosse batch de muffins. On veut des collations qui sont nourrissantes. Tu sais, que tu manges une fois ta collation, puis qu'après ça, tu es correct, là, jusqu'au repas suivant. Donc, voilà. Donc, des muffins, des boules d'énergie. Moi, je suis vraiment pas la pro des barres tendres. J'ai réussi jamais. Mais si vous êtes capable de vous faire ça puis de les congeler, des céréales à déjeuner parce que ça se peut que vous ayez faim la nuit ou avant de vous coucher. Donc, un petit bol de céréales. Et peut-être même des repas complets. Fait qu'outre les collations, d'avoir vraiment un bon éventail de collations, des fromages, des fruits secs, des noix, des graines, plus des collations déjà faites. Puis si on est plus du type salé, d'y penser aussi, donc des œufs à la coque, des croustilles de maïs avec de la salsa, des choses comme ça pour avoir des bonnes collations, des noix qui vont être plus aromatisées, là, salées ou au tamari. Pour les repas, OK, Gilbert. Il n'y a pas de couteau. Regarde, non, c'est pas drôle. Regarde dans le lave-vaisselle, OK? Mais Gilbert, Coco, je travaille, OK? C'est pas très respectueux. OK? OK. Excuse-moi. OK. Pour les repas, c'est qu'il faut vraiment des repas complets. Puis ça, souvent, là, c'est ça qui est difficile là, dans le postpartum. Tu sais, souvent, tu sais, les 5 semaines de congé parental de l'autre parent, OK? Il y en a qui ne le prennent pas tout de suite après, OK? Parce qu'ils veulent se garder des vacances, ce qui est correct, là. Vous gérez votre horaire comme vous voulez. Mais sérieusement, on a souvent besoin,
surtout quand c'est notre premier bébé, puis qu'on dirait que le pattern n'est pas là, de quelqu'un, parce que le repas du midi chez les mamans qui sont toutes seules à la maison avec le bébé, il est souvent escamoté, OK? Ça va être des toasts, ça va être un bol de céréales, puis là, ça va faire en sorte qu'on a faim après, puis on se nourrit, tu sais, quand on y pense, là, on se nourrit juste de pain, puis de produits laitiers, puis tout ça, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais ça, c'est des aliments de déjeuner ou des aliments de collation. Fait que pensez au repas du midi. Un repas, là, ça contient une bonne source de protéines. Fait qu'à la limite, la fin de semaine, là, quand l'autre parent est là, faites cuire des poitrines de poulet. Préparez-vous comme bon, un gros sauté de tofu que vous allez juste pouvoir réchauffer le midi. Mais il nous faut un repas qui a une bonne source de protéines, un féculent, donc du riz ou des pâtes ou du pain, des pommes de terre et des légumes. Puis les légumes, il faut les préparer, il faut les couper. Fait que ça, vous ne réussirez pas à faire ça tous les jours. Fait qu'il faut y penser à ça. De la salade prélavée, pré-couper des crudités ou justement faire griller des légumes la fin de semaine pour juste manger des choses réchauffées pour le midi. Habituellement, le repas du soir, ça va mieux là, parce que la maman n'est pas toute seule. Oui, c'est vrai. Non, clairement, moi, j'ai fait ça à ma première le midi, là. C'était comme... Des fois, je mangeais juste pas, j'essayais de manger, le bébé pleurait ou il y avait toujours comme quelque chose qui m'empêchait de manger mon dîner. Puis après, ça affecte toute ton énergie pour le reste de la journée. Puis il y a tellement de mamans qui justement, se plaignent de fatigue et de manque d'énergie, mais c'est parce que nos besoins de base ne sont pas comblés. Pendant que tu parlais tantôt, j'ai une question qui m'est revenue. Donc, si on a faim avant d'aller se coucher, justement, que ce soit, ou tu sais, moi, enceinte, ça m'arrive de me réveiller au milieu de la nuit puis là, Ouais. d'avoir faim. Est-ce que Mm. je me lève puis je vais manger? Oui, oui, Parce que sinon, toujours. des fois, j'étais comme, mais là, je ne vais pas manger à 2 heures du matin, ou tu sais, ça ne nous tente pas. Ben, c'est ça, ça ne nous tente pas, mais si tu ne le fais pas, tu vas avoir même de la difficulté à te rendormir, OK? Est-ce qu'il y a des Donc, collations qui sont meilleures pour la nuit, par exemple? ben, celle que ça te tente ou celle qui est le plus facile pour toi. Tu sais, si, par exemple, justement, moi, je mangeais la nuit aussi, tu sais, dans le postpartum immédiat, mais tu sais, moi, j'allais en bas, fait que, tu sais, je mangeais, je te dirais peut-être un muffin puis un verre de lait de soya aux fraises, c'était mon préféré, là, tu sais. Mais, tu sais, ceux qui, mettons, y allaient dans le lit, ben, ils aimeraient peut-être ou qui donnent le boire dans le lit, aimeraient peut-être avoir des collations sur la table de chevet. Fait que là, ce serait peut-être plus des bars ou des bananes ou des choses, tu sais, qui vont pouvoir rester à la température de la pièce. Fait que peu importe c'est quoi. Mais oui, il faut manger quand on a faim, que ce soit avant de se coucher ou dans la nuit. La seule chose, puis tu sais, c'est comme plate à dire, là, mais puis je le faisais pas non plus, mais c'est sûr qu'il faudrait se brosser les dents après. Mais en tout cas, je fais juste le dire, là, parce que je suis une professionnelle de la santé, même si je ne l'ai pas nécessairement fait, mais j'ai fini par avoir des caries, là, Ah après oui, toute la hein? râlée d'enfants que j'ai eue. Clairement, j'aurais même pas pensé à me brosser les dents à 2 heures du matin après avoir Non, mangé ma banane. je comprends, mais je me sentais responsable de vous le dire. C'est parfait, c'est dit. Moi, ce truc-là, le truc de station allaitement, c'est quelque chose que tu parles beaucoup aussi de se faire des stations allaitement parce que souvent, on va s'installer sur le divan ou sur une chaise ou qu'importe, puis là, ben, on va allaiter notre bébé, puis là, notre bébé va s'endormir, puis là, on n'ose pas bouger ou on est content de coller notre bébé, Ben puis là, oui. on a faim, puis on n'a rien autour de nous, puis si on bouge, le bébé va se réveiller. Donc, c'est un truc que tu donnes. Moi, je Ben, l'ai. c'est ça. Moi, je l'ai faite naturellement avec mes enfants. J'appelais ça la station d'allaitement, mais tu sais, ça peut être pour les boire aussi, là, c'est vraiment pas grave. Dans le fond, c'est de mettre tout à disposition pour que si le bébé s'endorme, puis que ça nous tente de rester là, OK? Parce que je veux qu'on voit plus le positif, parce que des fois, justement, quand on a un bébé qu'on n'est pas capable de déposer, on est là, puis là, on est comme ah, je peux pas le déposer. Puis on dirait qu'on génère de la frustration. Puis sérieusement, quand vous allez retourner au travail, puis tout ça, vous allez regretter ce temps-là d'avoir généré de la frustration. Fait que moi, je veux vraiment qu'on profite de ce moment-là. Fait que bébé s'endort. Fait qu'on a les télécommandes, on a notre cellulaire. Mais dans le temps, moi, j'avais même pas de cellulaire. Des magazines, un livre qui se tient bien d'une main, une bouteille d'eau, un beau malève, la vitamine D, le petit coupon pour bébé, des collations, bien entendu, des mouchoirs, des serviettes, là, si bébé pour faire le rot, des choses comme ça. Fait qu'on met dans un panier, là, à côté du divan ou de l'endroit où est-ce qu'on donne les boire habituellement pour avoir tout à disposition si bébé s'endort pour pouvoir profiter du moment présent parce que
C'est parce que tout peut attendre, OK? Parce que vous vous rappellerez pas, vraiment pas du lavage que vous avez pas fait parce que vous étiez pogné toute l'après-midi dans votre chaise, mais vous allez regretter de ne pas l'avoir fait quand vous allez avoir fait votre 70e brassée de lavage. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que moi, je suis vraiment pour profiter du moment présent, essayer de lâcher prise sur des petites choses, oui, tu sais, qu'il faut qu'ils se fassent quand on a une maison, mais qui sont vraiment pas prioritaires, là. Tu sais, l'humain devrait toujours être privilégié, là. Si c'est ça que vous voulez, là. Tu sais, je veux dire, moi, mes bébés, j'étais capable de les déposer. Fait que oui, je profitais du moment, mais tu sais, des fois, je me disais, bon, ben, je vais le laisser là, puis je vais faire d'autres choses qui me plaisent, là, sans avoir un bébé collé sur moi, là. Mhm. Ah, moi, le Snuggle Me pour Rose m'a beaucoup aidé à faire ça. C'était comme, je la déposais là, elle était à côté, puis c'était le fun, mais Ben oui. j'avoue qu'à Florence, j'avais pas ça, puis j'étais comme, bah, je suis pognée là. Et je te connaissais pas encore quand j'ai eu, parce que là, j'aurais été pas mal mieux outillée si j'avais eu tous tes trucs à ma première grossesse, mais on apprend, puis là, après 3 années, ça va bien aller, j'imagine. Ben oui, mais je te dirais, moi, là, pour l'avoir vécu de 2 à 3, je trouvais que c'était là au niveau des repas, quand ton bébé va être un enfant, là, je trouvais que c'était là qu'il fallait revoir un peu les quantités. Tu sais, c'était comme là, c'est les portions de 4, là, tu sais, quand tu faisais une Ouais. recette de 4 portions, parce que toi, tu as un papa, là, dans le décor qui mange beaucoup, là. Moi, je suis encore correcte parce qu'on prend encore des petites portions, mais j'ai trouvé que de passer de 2 à 3, c'est là qu'il fallait faire des plus grosses portions, là. Nous, ça nous arrive une semaine sur 2. Ah oui, Parce c'est que mon vrai. conjoint a une fille de 12 ans. Donc, OK. une semaine, ben, quand elle est là pour les soupers, c'est sûr qu'on prévoit nos repas différemment aussi. Puis de dire, ah, ben, juste un bloc de tofu, ce ne sera pas assez. Ou, ah oui, ils vont Oui, rester ou pas. Fait que on fait déjà ce jonglage-là OK. un petit peu. Bon, Et là, c'est déjà un Rose peu. mange de plus en plus aussi comme nous. Elle est rendue à presque 13 mois. Donc, c'est sûr qu'elle mange plus comme nous, là. Je vais enchaîner avec, j'ai 2 Julie différentes qui m'ont posé des questions. Julie Binette qui a demandé quel lait utiliser dans les recettes pour le bébé de 6 mois, mais qui pourrait être bon pour toute la famille. Est-ce qu'on privilégie le lait de vache? Est-ce que c'est correct le lait de vache une fois qu'il est cuit? Donc, parce que je Ben, sais en fait, que le si lait de c'est une vache, famille qui consomme des produits laitiers, donc oui, on peut intégrer le lait de vache dans les recettes parce que de toute façon, c'est un allergène. Fait qu'il faut tester, voir si le bébé est allergique. Mais c'est parce que je comprends la réticence parce que c'est pas recommandé de donner du lait de vache à un bébé de moins de 9 mois. Mais là, on s'entend, c'est pour mettre, mettons, dans une crêpe ou dans un muffin. C'est pas un boire parce que c'est effectivement pas du tout recommandé de donner du lait de vache à boire à un bébé avant l'âge de 9 mois. Même que 9 mois, c'est un peu tôt pour débuter le lait de vache. C'est correct, mais la préparation pour nourrisson et bien sûr le lait maternel qui est bon là, en tout temps, c'est quand même à privilégier jusqu'à 1 an. OK? Donc oui, on pourrait donner du lait de vache à boire à partir de 9 mois, mais si on peut attendre 12 mois, ça serait encore mieux. Mais dans la recette, oui, on pourrait utiliser du lait de vache. On pourrait aussi utiliser une boisson végétale qui est enrichie. Puis ça aussi, je comprends le bémol parce que les boissons végétales enrichies, comme le lait de soya, le lait d'avoine et tout ça, ne sont pas recommandées comme lait de base pour le bébé. Mais encore une fois, on ne va pas remplacer un boire, c'est juste pour une recette. OK? Donc, oui, on peut utiliser le lait qu'on veut dans les aliments qu'on va préparer pour bébé parce que ce n'est pas un boire, c'est vraiment juste une recette. si on fait une recette, par exemple, juste pour notre bébé, on pourrait utiliser du lait maternel si on en a. Tu sais, si on allait notre bébé puis qu'on a des réserves, on pourrait faire ça. Oui. Mais quand Mais c'est, si on mettons, n'a pas faire de des batchs, réserve, là, si on n'a pas de réserve puis que ça ne nous tente pas de tirer du lait, cassez-vous pas la tête, mettez ce que vous voulez là-dedans, c'est pas grave. c'est parfait. Donc, puis pour, tu sais, moi, je ne voudrais pas manger des muffins avec mon lait maternel dedans. Mettons, ça dépasse ma limite personnelle. Fait que Ouais, oui, je c'est ça. mettrais, Mais ça serait correct, hein? C'est un lait qui est bon pour l'humain. moi qui ai un blocage, là.
Donc, on peut utiliser le lait de vache, le lait d'avoine, mais dans le fond, le lait d'amande aussi, ça serait un allergène, comme le soya aussi, c'est un allergène. Oui, c'est ça. C'est parce que dès l'âge de 6 mois, là, il faut introduire les allergènes un à un pour voir si notre bébé a une réaction. S'il n'y en a pas, il faut maintenir ces aliments-là dans l'alimentation. C'est ce qui va aider à développer la tolérance. Fait que quand on va faire l'introduction des solides, on va débuter les solides, bon, les fruits, les légumes et tout ça, mais très tôt, là, comme dans les premiers aliments, on va tester les œufs et les arachides sous forme d'arachides moulu ou beurre d'arachide en priorité, OK? Parce que ce sont vraiment des allergènes principaux et comme ça, ils vont pouvoir faire partie de l'alimentation du bébé là, s'il n'y a pas d'allergie. S'il y a des allergies, bien sûr, on va en parler au médecin, puis lui, il va nous dire là, la procédure là, pour la suite. Mm. Donc, ça répond à la question de l'autre Julie qui avait une Ah, question sur les qui avait une question sur les allergènes, justement, qui disait, parce qu'elle n'a fait pas la DME, elle est ouais, en mode purée céréales. Puis elle dit comment j'introduis les allergènes, ça la stresse un peu. Et ouais, même ben, un bébé qui fait les purées, à un moment donné, t'introduis quand même des morceaux oh, éventuellement. ouais, mais dans le fond, on peut les introduire en purée. Dans le fond, l'œuf, on pourrait faire une petite omelette, on le fait cuire, puis on l'intègre à une petite compote de pommes. Les arachides ou le beurre d'arachide, on pourrait le mélanger avec un fruit ou une banane écrasée. Donc, on peut l'intégrer là, facilement. Ou même les céréales. On peut intégrer ça dans les céréales aussi. C'est juste qu'il faut le faire là, dès 6 mois. Puis chez les familles à haut risque, c'est-à-dire que il y a déjà un enfant qui est allergique ou il y a de l'eczéma sévère ou de l'asthme, on peut même introduire un petit peu plus tôt que 6 mois. C'est ça les recommandations pour aider à prévenir encore plus. Puis une fois qu'on a introduit arachides et œufs, ben là, on va continuer avec la liste des allergènes prioritaires. Donc, soya, noix, graines de sésame, le lait de vache, le blé, les poissons, les crustacés, mais tu sais, on n'a pas à se presser d'introduire tout ça là, les 2 premières semaines. Non. Et va isoler ces aliments-là, dans le sens que quand on va tester l'œuf, on va le donner pendant 3 jours, puis on ne donnera pas un autre allergène pendant ces 3 jours-là. Par contre, on va pouvoir donner des aliments qui sont non allergènes, là, du poulet, des brocolis, des fruits. Parfait. Donc, je pense que ça va bien répondre à la question de Julie, l'autre Julie. Et on revient à la première Julie qui a toujours peur que son bébé s'étouffe avec les gros morceaux. Elle dit, ma fille, elle est gourmande, on dirait qu'elle ne se rend pas compte, elle se remplit la bouche, puis là, j'ai peur qu'elle s'étouffe. Qu'est-ce qu'on dit à cette maman-là? Premièrement, c'est sûr qu'il ne faut pas que le bébé y arrive affamé au repas, OK? Donc, s'il arrive affamé, il va vouloir faire rentrer ça plus vite qu'il est capable de mastiquer parce qu'il n'est pas capable de mastiquer, OK? Ils font juste comme écraser avec la langue les gencives, puis ils forment un bolus, puis ils avalent. Mais là, c'est sûr que s'il a faim, il va vouloir tout se mettre dans la bouche. Fait qu'il faut vraiment donner le boire avant le repas, sans avoir peur que ça nuise au repas parce que c'est pas grave si ça nuit au repas. On est en exploration, on est en apprentissage, on est en découverte. Donc, le bébé, là, qui débute les solides à partir de 6 mois va boire autant qu'un bébé qui ne mangeait pas. OK? Donc, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait une diminution des boires avant le 8e ou le 9e mois. Donc, le bébé va boire encore beaucoup. Et voilà, fait qu'on donne le boire avant le repas. Par la suite, ben, il faut regarder quel type d'aliment il va mettre tous des gros morceaux dans sa bouche et peut-être le couper plus finement parce que c'est sûr qu'en DME, on va donner des morceaux qui se prennent bien avec une petite main qui ouvre puis qui ferme, OK? Fait que par exemple, si c'est la toast qu'il met au complet dans sa bouche, on pourrait y donner, tu sais, la toast coupée en triangle. Mais si elle met au complet dans sa bouche, ben peut-être qu'on serait mieux de faire des petites lanières et lui donner une par une. Puis quand il va avoir géré sa première lanière, ben on va pouvoir y en donner une autre. Donc peut-être revoir aussi la façon là, d'offrir les aliments. C'est ça, hein. Donc, puis ça, je sais que tu en parles beaucoup dans ton atelier de DME. Il n'y en a pas en direct bientôt. C'est la prochaine, c'est au mois d'octobre, mais tu as un enregistrement qui est toujours disponible avec ton e-book aussi sur ta boutique en ligne. Moi, je vais mettre les liens là, après l'émission dans le post, tout ça partout, ça va être là, les liens. Donc, C'est sûr qu'il faut savoir là, que quand on veut s'informer sur la DME, hein, l'alimentation autonome du bébé, en tout temps, il est possible d'avoir de l'information, que ce soit au niveau du livre numérique ou
du webinaire qui est préenregistré. C'est sûr que c'est le fun quand c'est en direct, mais des fois, ça ne tombe pas avec la date de l'âge de notre bébé. Donc, mon prochain, c'est le 15 octobre en direct, mais sinon, en tout temps, il est disponible là, sur ma boutique en ligne. OK, c'est très sur ça. Je vais mettre le lien pour que les gens aient le lien facile vers ta boutique en ligne. Donc, je pense que ça répond bien là, pour DME. Puis là, tu as parlé des allergènes en plus, parce que je sais que moi, à ma première, j'avais même pas fait ça. Là. C'était comme ça a changé les recommandations aussi en DME dernièrement, hein, parce qu'entre ma 4 ans et ma 1 an, moi, je donnais des bonbons, puis des. C'est sûr qu'on ne veut pas donner des aliments qui vont être à risque d'étouffement. OK? Donc, maintenant qu'on a des études qui nous disent que la DME est une façon d'introduire les aliments qui est tout à fait adéquate, donc qui répond à la nutrition adéquate du bébé et que ce n'est pas une façon de faire qui augmente les risques d'étouffement, surtout si on a de l'information et qu'on coupe les aliments adéquatement, donc ça n'augmente pas plus les risques d'étouffement parce qu'on va vraiment chercher le principe d'autonomie du bébé et de répondre à ses propres besoins. Donc, lui est conscient de ce qu'il fait là, de A à Z parce qu'il prend l'aliment et l'amène dans sa bouche. Mais c'est sûr que les crudités ou les aliments qui sont plus durs là, sont à éviter là, pour diminuer les risques. Oui, vraiment. Puis, tu sais, aussi au début, de 6 à 9 mois, à peu près, il faut s'attendre à ce qu'il y en ait plus sur le plancher que dans le bedon. Hein? C'est de l'apprentissage. Le bébé va découvrir avec ses sens et tout ça. Donc, ça veut, tu sais, il faut vraiment le voir comme un investissement. Tu sais, il apprend à tolérer la texture, il apprend à comprendre comment ça fonctionne dans sa bouche, mais quand il va se mettre à manger, tu sais, il va pouvoir manger pratiquement de tout, là. Oui. Et je peux en témoigner maintenant à 12 mois. Rose mange comme nous, là, finalement, maintenant. C'est super. Fait que si jamais il y a d'autres questions sur la DME, je sais que cette semaine, en plus, tu réponds à des questions de DME dans tes stories. J'ai vu ça ce matin, je crois. Donc, allez suivre Sandra sous à commercial Maman mange bien. Sur Instagram aussi, beaucoup de présence là. Là, je viendrai plus dans l'alimentation de la famille parce que j'ai reçu une question vraiment intéressante de Christine qui disait, dans le fond, que du côté de son conjoint, la nourriture a été valorisée vraiment, vraiment beaucoup, des grandes quantités, de manger des desserts. Donc, c'est très valorisé d'être un bon mangeur, finalement, ce qui a causé des problèmes de surpoids et puis que des mauvaises habitudes. Et là, elle a l'inquiétude de transférer ça, dans le fond, à son enfant. Donc, comment faire pour éviter de transférer ces habitudes-là à l'enfant sans tomber dans l'extrême de comme je ne donne jamais de sucre ou de dessert? Comment on navigue ça, dans le fond, l'alimentation du parent avec les enfants? Oui, bien dans le fond, hein, chaque parent arrive avec des habitudes qu'il a depuis l'enfance au niveau de son alimentation et aussi un bagage qu'il a eu à l'âge adulte, surtout s'il a fait des tentatives là, de perte de poids et tout ça. Et souvent, ce qui arrive, c'est qu'ils ne veulent pas transmettre ça à l'enfant parce qu'ils savent à quel point c'est désagréable et ils savent c'est quoi les conséquences de tout ça. Donc, ça, c'est vraiment le sujet de l'alimentation des enfants. Premièrement, qu'est-ce qui est important? C'est que les deux parents aient la même façon d'intervenir auprès des enfants pour l'alimentation. Par exemple, s'il y a un parent qui oblige à finir les assiettes, alors qu'on ne devrait jamais obliger de faire ça, bien, ça ne fonctionnera pas. L'enfant, il ne saura pas qui croire et ça va faire pire que bien. OK? Puis là, dans un cas comme ça, que le père avait des problèmes de poids reliés au fait que, justement, il mangeait des grosses portions, puis c'était valorisé, tout ça. Cette crainte-là de retransmettre ça pourrait faire en sorte qu'il va faire des actions qui vont être contraires à ses objectifs. OK? Donc, la meilleure façon, premièrement, c'est de revoir l'alimentation familiale comme étant l'alimentation familiale. OK? Dans le sens que c'est pas pour bébé, c'est pas pour adulte, c'est pour tout le monde. Et si on a des changements à faire, bien, on les fait, mais c'est pas en vue qu'ils ne prennent pas trop de poids ou tout ça, c'est juste parce qu'on avait des changements à faire, c'est-à-dire plus de cuisine maison, peut-être
avoir une plus grande variété au niveau de la protéine, une plus grande variété au niveau des légumes. Mais la base des 3 repas par jour, plus les collations, surtout pour les enfants, doit toujours rester là. Fait que de faire, ou tu sais, si on boit du jus régulièrement, donc peut-être revoir les habitudes alimentaires dans un but d'un changement là, qui est familial. Donc ça, c'est vraiment la base là, à discuter ensemble et à mettre en pratique. Ensuite, au niveau de comment ça se passe à table et des quantités et des aliments qui sont offerts, c'est qu'il faut apprendre quelles sont les responsabilités du parent et de l'enfant par rapport à l'alimentation et savoir que le parent, oui, il va toujours être disponible de qu'est-ce qui est offert. Fait que c'est lui qui décide du repas, des éléments qui sont avec le repas. Par exemple, si c'est du saumon avec du riz, des légumes, des crudités, c'est le parent qui va décider ça. Donc, il est responsable du quoi. OK? Même chose pour la collation et même chose pour le dessert. Donc, il pourrait décider, le parent, parce que s'il aime ça, puis c'est dans ses habitudes, qu'il y a toujours un dessert sucré. OK? Ça serait correct là, qu'à chaque soir, il y ait un biscuit en dessert, mais c'est lui qui a décidé ça. OK? C'est pas parce que ça le fait tout le temps demander par les enfants. OK? Donc, le quoi, il y a aussi le où et le quand, qui est dans le fond le repas en famille le plus souvent possible. Et l'horaire des repas, c'est aussi le parent qui décide de ça parce que c'est lui qui connaît l'horaire de la famille. Fait que ça, j'en parlerai pas trop longtemps, mais c'est super important. Parlons plus du quoi. Mais maintenant, le combien, OK, de combien l'enfant va manger, bien, on va lui laisser ça à gérer parce que c'est à lui. Chaque personne est maître de son corps, dont les enfants et les adultes aussi. Donc, parmi le repas qui est offert, l'enfant et l'adulte et le parent va prendre la quantité qu'il a besoin selon son appétit du moment. Puis chez les enfants, c'est pas juste l'appétit. Des fois, c'est parce que c'est nouveau puis ils veulent pas parce qu'ils sont pas sûrs. Mais il faut respecter ça. Puis c'est un peu la continuité de l'alimentation autonome du bébé, OK? Parce que même si on fait les purées, il faut tout le temps nourrir selon la volonté du bébé, dans le sens que quand il veut plus, on arrête. OK? Fait qu'on peut tout à fait faire ça avec les bébés qui nourrissent la purée. OK? Mais la DME, ça vient avec. On ne pourra pas jamais forcer un bébé en DME de manger parce que c'est lui qui apporte les aliments à sa bouche. OK? Fait que quand c'est l'enfant, c'est la même chose. Donc, on continue ça. Donc, il est responsable de la quantité. Donc, pour l'exemple là, que tu m'as nommé, il faut que les 2 parents se parlent puis qu'il y ait les mêmes interventions, ils se parlent des inquiétudes. Une fois que ça c'est réglé, il faut qu'il y ait une bonne base solide de l'alimentation familiale. Donc, la cuisine maison, 3 repas par jour, une variété d'aliments. OK? Ensuite, il faut qu'ils mettent en application le partage des responsabilités. Le parent qui cuisine décide du repas et chaque personne dont l'enfant est responsable de la quantité qu'il va manger. À part de ça, c'est tout. Il faut rester neutre, OK? Tout est fait. Fait qu'on ne parle pas de nourriture, on ne parle pas de prendre du poids, on n'oblige pas à finir l'assiette, on n'oblige pas à goûter. Quand on est à la table, on ne parle pas du repas, on se parle de sa journée et tout ça. Puis c'est ça qui va faire en sorte que l'enfant va manger ce qui lui est offert et qui ne va pas développer, ou il y a moins de risque de développer un problème avec la nourriture. Les problèmes avec la nourriture vont arriver quand les desserts deviennent récompense. Donc, il faut qu'il mange pour le gagner. Quand le dessert devient, c'est ça, une récompense ou les collations ou les aliments sucrés, quand il est obligé de manger quelque chose qu'il n'aime pas, ou quand il est obligé de finir son assiette alors qu'il n'a plus faim, ou quand il est obligé de goûter quelque chose que pour nous, c'est bien ordinaire, mais que pour lui, il n'est pas encore habitué et que ça le répugne. Quand donc, ou qui se fait dire, hey, ce soir, on mange des hot dogs, mais ça, il ne faut pas en manger trop souvent, c'est pas bon pour la santé. Mais automatiquement, ça va donner plus envie à l'enfant de manger souvent des hot dogs. Mais si c'est présenté de façon neutre, bien ordinaire et tout ça, ça fait vraiment partie de la vie. Des fois, on mange du saumon avec du riz puis des brocolis. Des fois, on mange des hot dogs. Puis des fois, on mange du tofu. Puis tout est bien, puis il n'y en a pas de problème. Fait que je sais que c'est beaucoup d'affaires, là, mais en gros, c'est ça. C'est vraiment la base aussi que tu parles dans ton cours pour l'alimentation des enfants. Donc, il y a un Oui, webinaire aussi là-dessus qui est l'alimentation des enfants, mais ça touche l'alimentation parce que, comme par exemple, moi,
Je vais parler d'une expérience personnelle, mais j'ai été élevée avec un papa qui mange rien, qui est très, très, très difficile. Et donc, tu sais, on fait quoi là avec justement des parents qui ont des goûts particuliers parce que, tu sais, si on ne veut pas faire 4 repas non plus, tu sais, de commencer à dire, ben toi, tu manges ça, moi, je mange ça. Faut pas que ça paraisse, OK? C'est ça, hein? Fait que ça va être la même affaire. Fait que si le parent mange de rien, faut juste pas que les enfants s'en rendent compte, mais oui, il va manger la même chose que les autres. C'est un repas pour tout le monde. Là, à moins qu'il y ait des allergies, OK? Ça, quand il y a des allergies, il faut vraiment, tu sais, tout le temps respecter l'allergie de la personne. Mais si c'est juste parce que un parent est difficile ou qu'il mange, tu sais, mais ça paraîtra peut-être même pas parce que le repas, c'est pas juste une affaire, tu sais. En tout cas, si c'est juste une affaire, mettons que vous servez le pâté chinois, puis c'est juste ça, là, qu'il y a sur votre table pour le souper, puis que votre enfant n'en veut pas, ça va peut-être venir vous chercher. Mais s'il y a le pâté chinois, puis des belles petites tranches de tomates à côté, puis un plat de crudité, ben là, probablement que l'enfant va aller vers les crudités, les tomates, puis il ne mangera pas de pâté chinois. Je sais qu'il n'a pas mangé le repas, mais au moins, il y avait des choses à manger là, Ouais. qu'il connaissait, qu'il était habitué. C'est ça. Chez nous, ça arrive vraiment, vraiment souvent avec ma 4 ans. Là. Puis même que ça, je travaille encore là-dessus parce que toi, tu proposes d'offrir le dessert en même temps, de mettre le dessert disponible sur la table en même temps que le C'est une repas. option. Mais je te dis, moi, j'ai pas trop de problèmes avec le dessert chez nous, fait que je le fais pas. Mais dans plusieurs familles, ça a sauvé la situation, là. Moi, là, c'est tellement fréquent que ma fille a dit: ah, j'ai pas faim, elle mange pas son repas, elle mange son dessert, puis elle vient finir son assiette après. Parce que je laisse son assiette disponible, elle mange son dessert, puis finalement, ben, elle se rend compte qu'elle a faim. Fait que ça a été dur à faire passer à mon chum, qui n'avait pas l'information. Je suis comme, donne-lui son dessert, puis tu vas voir, elle va finir son assiette. C'est tellement fréquent qu'elle va finir son assiette au complet, là, puis qu'elle va en redemander parce qu'elle a encore faim, mais elle voulait donc manger son dessert. Puis à cause de son appétit, parce qu'elle serait pas obligée de finir son assiette, mais si elle a faim pour la. Fait que c'est ça, c'est que des fois, ils veulent vraiment se garder une place pour le dessert. Fait que si le dessert est un problème chez vous, c'est une portion de toute façon. Fait que si c'est une petite compote, c'est une compote. Fait que servez-la en même temps. Oui, ils vont commencer par le dessert, mais ils vont bien se rendre compte que c'est pas suffisant et ils vont manger le reste du repas là, par la suite. Là, ben, après, si les autres ils aiment ça finir avec le dessert, ben là, il est déjà mangé. Demain, tu feras différent. Mais ça, c'est un truc chez nous qui a enlevé quand même beaucoup de frustration. Ça enlève le, ben là, tu n'as rien mangé, tu n'auras pas un dessert, ou mange 2 bouchées de plus pour avoir ton dessert. Puis, Ça, je sais que c'est dur à comprendre, tu dis. Puis, tu sais, quand tu es avec du monde qui n'ont pas l'information, puis que je comprends tout à fait, là, c'est comme, ben, tu dis que tu veux ton dessert, mais tu n'as rien mangé. Tu sais, c'est pas logique. Je le sais, mais c'est des enfants, c'est pas mais moi, je grave. suis là, comme C'est ça pas aussi. logique. S'il y a un super bon dessert, là, j'ai le goût de le manger en premier. Mais tu vois, moi, j'aime le dessert, OK? Sauf que souvent, j'ai vraiment plus faim pour mon repas principal. Plus faim, pas en tout. Mais là, si tu me proposes d'autres saveurs, oh, on dirait que j'ai faim. Puis moi, je suis vraiment quelqu'un qui écoute son appétit. Puis ça, là, ça s'appelle des appétits sensoriels spécifiques. Fait que tu peux très bien avoir faim pour des types de saveurs spécifiques, puis plus les autres. Puis les enfants, ils ont ça de très, très, très développé. Puis les bibites à sucre aussi. Ouais, ouais, il y a ça un petit peu chez nous, là. Super! Mais Sandra, j'avais pas d'autres questions qui venaient de ma communauté ou de moi. Puis c'était déjà quand même bon 50 minutes là, que tu nous donnes plein de contenu d'informations super pertinentes. Donc, on te retrouve sur Maman mange bien, autant sur Facebook qu'Instagram. Tu as ta chaîne YouTube aussi, hein? Oui, dans le fond, toutes les vidéos que je fais à chaque semaine, je les mets sur YouTube. Des fois, je fais des vlogs, mais en tout cas, il faut que je reprenne le beat et tout ça. J'ai mon site web, bien sûr, qui a énormément d'informations sur tous les sujets qu'on a parlé, puis des outils à télécharger. J'ai une zone d'outils, des formations gratuites et tout ça. Donc, oui, toutes les informations pour les parents là, sont disponibles là, en tout temps là, sur mamanmangebien.com et sur mes réseaux sociaux. Puis si on a de la difficulté avec la planification des repas, c'est ton prochain cours là, qui va être disponible en septembre. Là, il y a la liste d'attente qui est ouverte en ce moment, qui offre un beau rabais aux personnes Oui.
qui va s'inscrire. Donc, je vais mettre ce lien-là aussi disponible pour comment bien planifier ses repas. Puis Oui, arrêter de se demander à 5 heures le soir, qu'est-ce oui. qu'on mange? Non, mon cours de planification des repas, là, c'est vraiment mon cours qui est le plus populaire parce que tout ce qu'on a parlé, ça s'adapte à ça. OK? Parce que là, tu sais, on parlait de la période postnatale, je disais planifier des collations, congeler les muffins. Il y en a qui sont comme ouais, mais moi, je suis habituée, tu sais, de faire le repas tout de suite avant, puis d'aller à l'épicerie à chaque jour. Ouais, mais ça va te rendre la vie difficile quand tu vas avoir des enfants parce que tu vas être moins libre là, de ton temps et tout ça. Donc, faire une planification, puis tu sais, moi, j'ai plusieurs personnes là, qui suivent mon cours, puis il y en a que ils planifient rien, puis ils veulent faire comme moi. Tu sais, juste comme je gère, mais j'en fais pas trop. Moi, je suis le même, OK? Puis, il y en a d'autres qui vont devenir des maîtres, là, qui vont se faire des fichiers Excel avec une rotation des recettes et tout ça, mais il faut tout partir de la base. La base, c'est savoir c'est quoi un repas complet. Parce que, tu sais, mettons que tu veux un repas complet, mais tu sais pas c'est quoi que ça doit contenir, ben, tu sais pas qu'une canne de thon, puis un pain pita, puis des crudités, ça pourrait te faire un dîner qui a bien de l'allure, OK? Donc, il y a un petit cours de nutrition là-dedans, ben, un petit cours, en tout cas, vu que je parle pendant 55 minutes, vous avez compris que les petits, c'est comme ben du stock, là. Fait qu'il y a un petit cours de nutrition. Il y a aussi plein de techniques de planification, mais il y a surtout, tu sais, moi, je suis mes mamans parce que je veux qu'ils atteignent leurs objectifs avec des coachings à chaque semaine, puis des objectifs précis. Et moi, je vise vraiment euh, la simplicité. Puis c'est ça que les mamans aiment parce que, tu sais, là, les planifications, on fait tout le menu, puis on a une grosse liste d'achats, puis là, on réutilise jamais nos affaires, puis tout ça. Ça marche 2 semaines, ça. Mais moi, ce que je veux, c'est que ça marche en long terme et des façons d'économiser réelles, OK? Donc, justement, en utilisant nos réserves, en arrêtant de cuisiner juste avec des recettes de magazine, parce que souvent, c'est pas nécessairement des ingrédients qu'on a tout ça. Fait que ça, c'est vraiment très, très apprécié. Et oui, les mamans qui sont inscrites sur la liste d'attente, en plus, ils ont 15 de rabais sur le cours. Écoute, moi, là, ça fait depuis 2016 que je fais ce cours-là. Il a été révisé plein de fois. C'est mon cours le plus populaire. On dirait que j'ai même plus besoin d'en parler. Là. Si vous avez de la misère avec votre planification des repas, c'est sûr que ça vous prend ça. C'est sûr. Ça va aider pour tout le temps, les cours, une Pour fois le inscrit. bébé va manger, c'est Ouais. ça. Quand le bébé va manger, quand la maman va retourner au travail, l'alimentation des enfants, même quand on fait nos cours sur l'alimentation des enfants, ils sont comme, OK, il faut que je décide du quoi, qu'est-ce que je fais pour souper, mais je le sais jamais. Ben oui, mais il faut que tu repartes avec la planification des repas. Tu as trop de choses à gérer. Il faut qu'ils gèrent les comportements à table, puis les repas qui sont une gestion supplémentaire. Déléguez ça, OK, à vous-même en l'écrivant puis en planifiant. Ça va être comme si on l'avait délégué à quelqu'un d'autre. Fait que la planification, ça n'a pas besoin d'être compliqué. On n'a pas besoin d'être quelqu'un d'extrêmement méthodique, mais juste de savoir aussi qu'on s'en va avec les repas dans la semaine. Ça va tellement vous soulager, là, vous n'avez pas idée. Puis même pour faire l'épicerie aussi, ça met un cadre, puis c'est ça qui permet d'économiser. Tu sais. Moi, je Ben faisais oui, l'épicerie avant, j'achetais plein d'affaires. Puis j'étais comme, ah, ben j'aurais voulu faire telle recette, mais j'ai pas tel aliment. Là, on fait l'inverse. On planifie notre menu, puis après ça, on fait notre liste d'épicerie. Puis là, comme on y ça, va juste une fois. OK, moi c'est pas mon trip, là, faire l'épicerie, là. Fait que nous autres non plus. d'habitude, c'est le vendredi, je fais mon épicerie, je vais à la fruiterie, je te dis 1 heure après, je suis chez nous. C'est fini. J'ai plus besoin d'y penser de la semaine. C'est ça, fait qu'on peut sauver du temps, de l'énergie, puis on s'assure qu'on mange bien, que tout le monde Ouais. mange bien dans le fond. Fait que super, mais Sandra, merci encore tellement pour toute cette information-là. S'il y en a qui ont d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, puis si je vais pouvoir renvoyer les ressources. Je connais quand même bien les ressources de Sandra aussi, fait que je pourrais mettre les liens là. Je les navigue depuis un certain temps. Donc, voilà, merci énormément, Sandra. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Puis encore une fois, j'ai oublié de regarder c'est quoi mon sujet la semaine prochaine. Fait que ça serait une surprise lundi. Je pense que je parle de comment choisir son activité physique pendant la grossesse, mais je suis comme pas sûre. Fait qu'on verra. Je ne m'en souviens pas. À voir la semaine prochaine, mardi midi. Donc, voilà, je vais